à tous. Alors aujourd'hui, on entame le chapitre 14, on arrive presque au bout, qui s'intitule Initiation à la thermodynamique. Alors dans la fin de cette année, on fait beaucoup d'initiations. Initiation à la relativité d'Einstein, initiation à la thermodynamique et on fera ensuite une initiation à la physique quantique. Donc initiation, ça veut dire qu'on va juste voir des petites choses importantes avec du bon sens, vous allez voir. Et voilà, on ne rentre pas non plus trop dans le détail, on rentre pas dans les choses compliquées, mais c'est des choses qu'il faut avoir en tête pour entamer ensuite la thermodynamique un peu plus poussée, pour ceux qui continueront la physique plus tard. Et ce qu'on va faire là, c'est aussi important dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on va voir des choses qui expliquent comment fonctionne un réfrigérateur, comment fonctionne une pompe à chaleur, un exo sur le four à micro-ondes, donc des choses qui vous touchent de près, et c'est toujours bien d'avoir ces connaissances-là, même si voilà, vous n'allez pas forcément en avoir besoin tous les jours. Alors, dans ce chapitre-là, on va donc se demander pourquoi il est intéressant d'analyser par exemple des images obtenues avec des caméras infrarouges. Qu'est-ce que ça va nous renseigner sur quoi? Et c'est quoi les transferts énergétiques? Donc, dans ce chapitre, on va parler d'énergie, encore une fois, mais pas tout à fait de la même manière que ce qu'on avait fait en mécanique. Et surtout, on va parler d'un type d'énergie particulier, c'est-à-dire que on va parler d'énergie microscopique, parce que jusque-là, on s'était intéressé à l'énergie cinétique, à l'énergie potentielle, et donc à l'ensemble qui s'appelle énergie mécanique, et ce sont des énergies macroscopiques à notre échelle, c'est-à-dire que la vitesse d'un vélo lui donne de l'énergie cinétique macroscopique. D'accord, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe au niveau des atomes qui constituent le vélo, par exemple. Donc voilà, là on va s'intéresser un peu à l'échelle microscopique, c'est-à-dire voir ce qui se passe au niveau énergétique à cette échelle-là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un rappel très important de première dont vous aurez besoin à un moment et qu'il est important d'avoir, là, tout le temps, c'est important de le savoir, c'est la relation entre l'énergie et la puissance. Et surtout, la durée d'utilisation. En gros, quand vous utilisez un appareil électrique, souvent c'est ça, ce que vous connaissez sur cet appareil électrique, c'est sa puissance. Par exemple, un séchoir qui va avoir une puissance de 2000 watts, si vous l'utilisez 30 minutes, il ne consommera pas autant d'énergie que si vous l'utilisez pendant 2 heures. N'est-ce pas les filles? Donc, c'est important d'avoir cette relation. L'énergie consommée par un appareil, par exemple électrique, ce sera sa puissance multipliée par la durée d'utilisation. E égale P fois delta T. Donc c'est souvent intéressant pour calculer des énergies qui vont être consommées pendant une durée d'utilisation. Donc l'énergie bien sûr en joules. Alors il y a d'autres unités, par exemple sur votre facture d'électricité, c'est en wattheure ou en kilowattheure. C'est kilowatt fois heure, d'accord? C'est pas par heure, c'est kilowatt fois heure ou watt fois heure. Donc c'est une autre unité d'énergie. Nous, on utilise l'unité du système international qui est le joule. La puissance en watts, évidemment qu'après on peut vous la donner en kilowatts, en gigawatts pour pas ce que vous avez chez vous, mais par exemple des centrales nucléaires, et delta T en secondes, l'unité du système international pour le temps. Et donc je vous ai mis un exemple, un peu comme ce que je disais oralement. Si vous avez un radiateur, cette fois-ci, d'une puissance de 1500 watts, pour une pièce de 20 mètres carrés à peu près, si vous le faites fonctionner pendant 2 heures, il consommera une énergie E égale P fois delta T, donc 1500 watts fois 2 fois 3600 pour passer en secondes. D'accord, puisque dans une heure, il y a 3600 secondes. Et on arrive à une énergie dépensée, consommée de 1,08 10 puissance 7 joules. Ce qui serait, si vous voulez le mettre avec une autre unité, 1,08 fois 10 puissance 7, c'est 1,08 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 6. Ça devrait vous aller. 6 plus 1, ça fait 7. D'accord. Donc, 1,08 10 puissance 1, on est à 10,8 et 10 puissance 6, ce sont des mégajoules. D'accord, 10 puissance 6 c'est méga et 10 puissance 9 c'est giga. Donc là on aurait dépensé 10,8 mégajoules. Alors il ne faut pas s'emballer parce qu'en joules ça fait tout de suite des valeurs très importantes. Si vous passiez en wattheure ou en kilowattheure, vous auriez évidemment moins que ça, puisque en watts, je vais juste vous le dire pour votre culture personnelle, en wattheure, il faut mettre la puissance en watts, donc ça pas de problème, et le delta T en heures. Et vous voyez que ça fait des watts fois des heures. Et là, on aurait une énergie de 1500 en watts fois 2. Donc on serait à 3000 watts heure.
ça, ce serait l'énergie consommée. Ça serait du 3 kWh. D'accord? Si ça vous intéresse, regardez vos factures d'électricité ou celles de vos parents, bien sûr. Vous allez voir des unités comme celle-ci. Voilà pour ce petit rappel. Alors, vous allez voir, vous allez en avoir besoin, donc retenez bien ça, hein, c'est important. Alors, on va commencer avec ce qu'on appelle l'énergie interne d'un système. Alors, interne, évidemment, à l'intérieur d'un système, et on va passer à l'échelle microscopique. On va aller dans l'infiniment petit. Et pour ça, c'est le travail d'aujourd'hui. Je vous demande un petit travail expérimental, entre guillemets, bien sûr, puisque là, on ne peut pas manipuler, sur justement l'énergie interne. Donc là, on va aller regarder le TP que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc, TP sur l'énergie interne. Alors, l'objectif de ce TP, c'est de mettre en évidence l'existence de cette énergie interne, donc énergie à l'échelle microscopique au niveau des systèmes. Et surtout, on va s'intéresser au mode de transfert d'énergie, comment on peut transférer de l'énergie d'un système à un autre. Et on va faire le lien aussi avec la température, hein, pendant qu'on y est. Alors, on y va. Alors, vous aviez plusieurs documents au départ que je vais détailler un petit peu parce que je vais en profiter pour vous montrer des choses un petit peu en plus pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Alors, d'abord, énergie interne et transfert énergétique. Alors, document 1, on vous dit que l'énergie peut être stockée dans un système. D'accord? Et dans ce cas-là, le système constitue ce qu'on appelle une réserve d'énergie puisqu'on stocke l'énergie à cet endroit-là. Il existe 3 modes de stockage pour un système. L'énergie cinétique, que vous connaissez bien, qui est due à la vitesse du système. L'énergie potentielle, que vous connaissez bien également, comme l'énergie potentielle de pesanteur, qui est due à l'altitude du système. Donc là, là, je ne vous apprends rien. Mais la nouvelle énergie qui permet de stocker, enfin, sous quelle forme peut être stockée l'énergie, c'est sous forme d'énergie interne. Interne, c'est à l'échelle microscopique, à l'intérieur du système. Et ce terme, en fait, ça rassemble toutes les énergies cinétiques potentielles que vous trouvez à l'échelle microscopique, c'est-à-dire celles des molécules ou des atomes qui constituent le système. Donc voilà, ici, par exemple, vous avez des atomes. Il faut savoir qu'à l'échelle microscopique, rien n'est fixe. Surtout, sauf quand vous êtes à l'état solide, évidemment. Et même à l'état solide, il y a une petite vibration des atomes ou des molécules. Mais rien n'est fixe. À l'état liquide et à l'état gazeux, vous avez une agitation perpétuelle des entités, c'est-à-dire des molécules, des atomes, etc. Et donc, ces atomes ou ces molécules ont une vitesse, donc une énergie cinétique, mais qu'on va appeler microscopique, parce qu'en fait, on ne la voit pas, évidemment. Quand vous regardez l'air, par exemple, déjà, vous ne voyez pas les atomes, vous ne voyez pas les molécules, plutôt, vous ne les voyez pas en mouvement. Mais pourtant, il y a une énergie cinétique, parce qu'il y a une vitesse perpétuelle, tout le temps. Donc, énergie cinétique, il y en a tout le temps. Énergie potentielle également. Alors là, c'est plus compliqué à expliquer, hein, mais au niveau des atomes, vous avez des vibrations, c'est-à-dire que les molécules, au niveau des atomes des molécules, les molécules peuvent être modélisées comme des petits ressorts. Et donc, vous aurez de l'énergie potentielle plutôt élastique, hein, si on veut comparer à une énergie potentielle macroscopique, un petit peu comme un ressort, plus qu'au niveau de l'altitude. Puisque là, on aurait de l'énergie potentielle de pesanteur macroscopique si on parle de l'altitude à laquelle se trouve tel ou tel fluide ou tel système. Donc, juste un petit truc au niveau de cette énergie interne, je vous montre une petite animation toute simple qu'on va revoir après. C'est ici, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous avez dans ce récipient. C'est de l'air. De l'air, et ici, on a représenté, on a modélisé les petites molécules. Alors, en rouge, évidemment, 2 atomes d'oxygène, c'est les molécules de dioxygène. En bleu, 2 atomes d'azote, les molécules de diazote. Et bien, vous voyez, on est à 25 degrés, vous voyez que ces molécules d'air sont en agitation perpétuelle. D'accord? Et donc, ces petites molécules ont une vitesse, ont une énergie cinétique, et elles n'arrêtent pas de s'entrechoquer. D'accord? Alors, une petite digression, ça induit évidemment une pression dans l'enceinte ici du récipient. D'accord? Je vais le faire tout de suite, même si, puisque là on corrige, hein. Si je passe, ce récipient il est dans l'eau à 25 degrés, si maintenant je passe à de l'eau bouillante, donc je fais chauffer l'eau, regardez le modèle, hein, évidemment, que font ces petites molécules? Elles s'agitent encore plus rapidement. Donc là l'énergie cinétique des molécules augmente. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie interne de mon système ici, mon système qui est l'air contenu dans cette bouteille, l'énergie interne augmente. D'accord? Donc en changeant juste la température à l'extérieur de mon système ici,
bah, j'ai induit un transfert d'énergie et l'énergie interne de mon système a augmenté. D'accord? Et ça, c'est impossible de le voir au niveau macroscopique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'énergie cinétique des molécules et donc leur énergie interne, mais on voit les conséquences. Bah, les conséquences, c'est que la pression à l'intérieur du récipient a augmenté. Donc c'est comme ça qu'on sait en fait que les molécules s'agitent plus, ont une énergie cinétique plus grande. Donc il peut y avoir des conséquences à une augmentation évidemment de l'énergie interne. Alors, revenons à nos moutons. Donc voilà pour cette histoire d'énergie interne. Vous pensez énergie microscopique. Les molécules sont en agitation perpétuelle et cette énergie interne peut augmenter, évidemment, ou diminuer d'ailleurs. Hein. Okay, d'ailleurs, c'est vrai ça. Je vais vous montrer comment ça peut diminuer aussi. Si je passe, alors directement, je vais passer... je vais le faire d'abord à 0 degré. Je vais mettre de la glace au lieu de chauffer l'eau. Je mets de la glace. Regardez. Les molécules, évidemment, vont de moins en moins vite. Donc, l'énergie cinétique microscopique est de moins en moins grande. Donc, l'énergie interne de mon système est moins importante. D'accord? Si je passe à un mélange à moins 78 degrés, c'est un mélange carboglace-acétone. Acétone, c'est un solvant, hein, la propanone, son vrai nom. On y va. Alors là, c'est encore pire. Alors, ça bouge, hein, ça bouge quand même, mais ça bouge de moins en moins vite. D'accord? Vous remarquez qu'au niveau de la pression, évidemment, elle diminue énormément dans le récipient, puisque là, les molécules s'entrechoquent de moins en moins, s'entrechoquent de moins en moins avec les parois, donc la pression diminue, évidemment. Alors, on continue. Deuxième chose dans ce document, c'est les modes de transfert d'énergie, c'est-à-dire qu'on a un système et un autre système. On a deux systèmes. Entre ces deux systèmes, il peut y avoir transfert d'énergie. C'est-à-dire que si je passe du système 1 au système 2, je peux transférer de l'énergie d'un système à l'autre. D'accord? Ça, on l'a déjà vu hein, en mécanique, pas de problème. Alors, il y a deux types de transfert énergétique. Soit on transfère de l'énergie par travail. Ça, c'est ce qu'on a vu. Par exemple, si une force s'exerce, vous vous souvenez l'histoire du wagon avec les gens qui poussaient. Mes deux systèmes, c'est quoi? Le wagon et la personne qui pousse. Il y avait un transfert d'énergie de la personne au wagon par l'intermédiaire d'un travail mécanique, par l'intermédiaire du travail de la force qui poussait. D'accord? La force exercée par la personne. Donc, on transférait bien de l'énergie de la personne au wagon. D'accord? Ce travail peut être aussi électrique, hein, c'est-à-dire que quand vous branchez un appareil électrique, hein, il va y avoir un transfert d'énergie par travail électrique. Le deuxième mode de transfert possible, c'est par transfert thermique. Alors, qui dit thermique dit température. Avant, on appelait ça chaleur. C'est évidemment pas grave si vous utilisez encore ce mot-là. On parle de transfert par chaleur. Donc, c'est un transfert par énergie thermique. Donc, par transfert thermique. Et ce transfert thermique, donc c'est évidemment de la chaleur qui est transférée d'un système à l'autre. Et ce transfert thermique peut se faire de différentes manières. Alors, un exemple juste de transfert thermique, avant de passer aux différentes possibilités pour ce transfert par chaleur, c'est par exemple, vous avez une bouilloire, vous voulez vous faire du thé. Vous avez une bouilloire, dans cette bouilloire, il y a de l'eau, d'accord? Et dans cette eau, vous mettez une résistance. Et vous branchez la bouilloire au secteur. D'accord? Donc, il faut évidemment un transfert électrique, mais vous avez deux systèmes, la résistance métallique et votre eau. Et quand vous faites fonctionner la bouilloire, vous allez avoir un transfert thermique entre la résistance et l'eau. Donc, l'eau va chauffer, la température de l'eau va augmenter, car vous allez avoir transfert de chaleur de la résistance vers l'eau. D'accord? Alors, il y a trois possibilités. Alors, on peut en avoir plusieurs à la fois. Hein, trois possibilités pour ces transferts thermiques. On peut transférer par conduction, par convection ou par rayonnement. Alors, je vous ai mis aussi les petits dessins. Hein, c'est ceux de votre livre qui expliquent bien ce qui se passe. Alors, conduction, c'est assez facile à comprendre. Il faut qu'il y ait contact entre un système chaud et un système froid. Enfin, en tout cas, deux systèmes qui ne sont pas à la même température. Il va y avoir transfert thermique par contact, sans déplacement de matière. Alors, c'est exactement l'exemple que vous avez ici. Ensuite, je vais vous montrer une petite animation. Il y a du feu dans une cheminée. La personne, elle met un tison en métal dans le feu et elle se brûle. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert thermique entre le feu, premier système, et la barre métallique, et ensuite entre la barre métallique
et la personne. Donc transfert par conduction. Alors je vous montre. Donc transfert par conduction, voilà une animation qui explique bien ce qui se passe. Vous avez une flamme ici, donc je vais mettre en route. Vous avez une flamme qui chauffe une barre métallique. Ici, les petites sphères bleues, ce sont des atomes, d'accord, des atomes de métal. Et bien qu'est-ce qui se passe? En chauffant, on transfère la chaleur aux petits atomes qui du coup s'agitent. Leur énergie interne augmente. Ça s'agite, ça s'agite, ça s'agite de plus en plus. Donc là j'ai mis pause. Ça s'agite et ça transmet l'agitation de proche en proche aux atomes qui suivent. Donc ça veut dire que les atomes qui sont ici ne se déplacent pas là-bas. D'accord? Mais il y a transfert thermique de proche en proche. Et ce transfert thermique se fait à l'échelle microscopique par transmission d'une énergie cinétique. C'est-à-dire que l'agitation va se transférer de proche en proche. Et ce qui va se passer évidemment au bout du compte, c'est que le transfert thermique va se faire tout au long de la tige métallique et on va arriver ici à avoir la température qu'on avait ici. D'accord? À cause de cette agitation thermique de proche en proche sans transport de matière. Un exemple tout bête, évidemment, comme l'exemple de la cheminée. Ici, vous avez de l'eau qui bout, vous préparez des pâtes, d'accord? Ici, c'est une vue de la casserole, des atomes de métal de la casserole. Vous voyez, il s'agite de plus en plus. Il transfère l'agitation de proche en proche et donc la température augmente, d'accord? Par chaleur, donc par énergie thermique, par transfert thermique. Et si vous mettez une cuillère, évidemment, c'est exactement la même chose. De proche en proche au niveau de la cuillère, vous allez avoir transfert thermique et la chaleur par transfert thermique, vous allez avoir au bout de la cuillère la température que vous aviez ici. Donc petit détail, c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre de cuillère en métal dans de l'eau bouillante et qu'on utilise plutôt des cuillères en bois qui ne sont pas du tout conductrices de la chaleur ou très peu conductrices de la chaleur. D'accord? Alors, on continue. Donc ça, c'était la conduction. J'espère que ça va pour la conduction. La convection. Alors, qu'est-ce que c'est la convection? Vous avez l'image ici. C'est qu'on va, pareil, d'un système chaud, transférer de la chaleur d'un système chaud vers un système froid, dans un fluide. Donc, ça peut être un gaz ou un liquide. Mais cette fois-ci, c'est quoi la différence? Il n'y a pas contact et c'est avec déplacement de matière. Donc, il n'y a pas forcément contact et c'est avec déplacement de matière. Donc là, l'exemple, c'est que vous avez une petite bougie. D'accord? Donc, ça va chauffer l'air qui est ici. Et vous allez avoir déplacement d'air chaud et ça va brûler la personne qui met sa main au-dessus. Elle va être brûlée par de l'air chaud, pas par la flamme. Alors, pour bien comprendre, pareil, la convection, comment ça marche? Alors, plusieurs expériences. D'abord, une première expérience, on prend un carré en verre et on va mettre un peu de permanganate. Alors, c'est ce que je vous aurais montré en vrai, mais on ne peut pas le faire. Et on met ensuite un système de chauffage. Ici, c'est une lampe à huile. Et alors, on va remarquer un mouvement, grâce au permanganate coloré, on va remarquer un mouvement. Alors, vous commencez à le voir ici, des volutes là qui montent. On a un mouvement au niveau du fluide. Ça a l'air de remonter comme ça. Donc, ça, c'est de la convection. C'est-à-dire qu'on a déplacement de matière. Donc, déplacement ici vers le haut. Donc là, on voit bien le mouvement, ici vers le haut, et puis ça va passer là-bas. D'accord ? Donc, il y a déplacement de matière. Donc, ça, c'est de la convection. Le fluide chaud remonte. Alors là, on le voit de mieux en mieux. Voilà, il n'y a plus rien de ce côté. Hop, et ça remonte. Et ça va redescendre de l'autre côté, puisque c'est un carré. Vous allez avoir... Voilà, on va le voir. J'avance un petit peu. Voilà, donc vous voyez, hop, ça redescend. Et ensuite, ça remonte. Et ça, c'est un mouvement de convection. Autre exemple que vous avez peut-être vu en SVT, puisque ça permet d'expliquer les mouvements de convection dans le manteau. Alors, vous avez ici de la poudre de craie rouge, de l'huile, et là, c'est de l'éthanol. Ils ont mis de l'éthanol. Et on chauffe. Et vous voyez ce qui se passe? La matière, déplacement de matière, ça monte. Et vous allez avoir, ça va s'étaler, et ensuite, ça va redescendre. Donc, on avance un petit peu, regardez ce que ça fait. Hop, et ça redescend. Voilà. C'est assez joli à faire d'ailleurs. Hop, voilà.
Et donc, vous allez avoir des mouvements comme ça. Alors, c'est ce qui se passe aussi quand vous faites chauffer de l'eau dans une casserole. Vous allez avoir des mouvements comme ça, de fluide chaud qui monte, ensuite ça redescend, etc. Ça marche bien. Au niveau, une petite animation. Donc, ce qui se passe, donc il faut attendre 2 secondes parce qu'il faut rafraîchir la page. Donc, au niveau de ce qui se passe, voilà, pour un gaz, donc vous avez l'air chaud qui monte, l'air froid qui redescend, et vous avez des mouvements comme ça. Et dans un liquide, ben voilà, vous allez avoir ces mouvements-là. Donc ça, c'est des mouvements de convection. Donc voilà pour le deuxième transfert possible par chaleur, donc par énergie thermique, donc transfert thermique, c'est par convection. Ah oui, je ne l'ai pas dit, le transfert par travail, évidemment, sera noté W, ça ne doit pas vous choquer, et le transfert thermique, c'est la lettre grand Q, d'accord, pour transfert thermique. Bon, il nous reste le transfert par rayonnement, qui est le plus simple à comprendre. En fait, puisqu'en fait, le transfert par rayonnement, bah, on sait qu'il y a des rayonnements électromagnétiques, et donc là, vous allez avoir transfert d'énergie thermique par onde électromagnétique, en fait. Donc la lumière, qui est une onde électromagnétique, va transférer de l'énergie à la matière. Donc un exemple tout bête, vous êtes au soleil, le soleil envoie des rayonnements sur vous et vous chauffez. D'accord. Alors c'est des rayonnements infrarouges ici qui vont vous allez avoir une sensation de chaleur, votre température va augmenter parce que y a un transfert thermique. Et c'est l'agitation thermique de la matière qui va augmenter, c'est-à-dire que les atomes vont augmenter de plus en plus. Donc ça, c'est par rayonnement. Un autre exemple tout simple qui explique bien la situation, on vous a sûrement expliqué comment faire du feu avec une loupe et le soleil. D'accord. Là, on voit bien le transfert par rayonnement parce que si vous utilisez une loupe, vous mettez, donc si je prends une loupe, les rayons du soleil qui arrivent, vous mettez de la paille, pof, et à un moment, vous arrivez à faire du feu. Beaucoup d'énergie. Donc, on a bien transféré de l'énergie à ma petite paille ici. Et cette énergie, on l'a transférée par rayonnement. Alors, grâce à la loupe, on a fait converger les rayons, évidemment, mais on voit bien le transfert thermique. Donc, le rayonnement, c'est un transfert thermique, un transfert par rayonnement. Alors voilà pour les modes de transfert thermique. Donc pour finir le petit bilan, comme mode de stockage de l'énergie, il y a énergie cinétique, énergie potentielle, donc ça c'est macroscopique, d'accord, et énergie interne, c'est microscopique. Et au niveau des modes de transfert d'énergie, soit c'est par travail, W, soit par transfert thermique, donc anciennement par chaleur, grand Q. Alors, deuxième document, sur les chaînes énergétiques. Alors, des choses qui doivent vous rappeler peut-être le collège, parce que les chaînes énergétiques, vous en avez peut-être déjà fait. Donc, déjà, première chose super importante, c'est le principe fondamental de conservation de l'énergie. Alors, c'est la phrase de Lavoisier en chimie, marche très bien pour l'énergie aussi. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle se conserve. Ça veut dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, dans le sens qu'on transfère de l'énergie. Elle est convertie d'une forme à l'autre, mais elle ne disparaît pas ou n'apparaît pas comme par magie. Donc, conservation de l'énergie, quoi qu'il arrive. Même s'il y a des pertes énergétiques, au final, l'énergie s'est conservée. On a eu des pertes sous forme thermique, mais globalement, l'énergie s'est conservée. Ensuite, donc pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau des conversions d'énergie, des transferts d'énergie, les physiciens construisent des chaînes énergétiques, alors soit complètes, soit des parties de chaînes énergétiques. Donc, on a quoi sur ces chaînes? On a ce qu'on appelle les réservoirs d'énergie. Donc, c'est un système qui peut stocker l'énergie, donc pourra être appelé réservoir. Le milieu extérieur peut être un réservoir, une batterie peut être un réservoir. Enfin, il y a plein de possibilités. Et un système est considéré comme un convertisseur, donc autre partie d'une chaîne énergétique, si en fait c'est au niveau de ce système-là qu'on va avoir conversion d'une forme d'énergie à l'autre, c'est-à-dire qu'en amont du convertisseur et en aval du convertisseur, donc avant et après, on n'a pas les mêmes modes de transfert énergétique, et donc pas les mêmes formes d'énergie. Et on dit qu'on a un convertisseur quand il fournit autant d'énergie qu'il en a reçu. D'accord? En gros, c'est ça. Et on représente par des flèches dans les chaînes énergétiques des transferts d'énergie. Donc tout simplement. Donc là, je vous ai mis un exemple, une éolienne par exemple, qui va être un convertisseur d'énergie, l'atmosphère qui est un réservoir et une batterie qui est un autre réservoir. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? L'atmosphère, on va
va donner de l'énergie sous forme cinétique. D'accord, donc le vent, hein, le vent va avoir une vitesse, donc une énergie cinétique, qui va être transférée à l'éolienne, qui va, elle, convertir cette énergie cinétique en énergie électrique. Là, on ne détaille pas comment, hein, d'accord. Et cette énergie électrique va être stockée dans une batterie, si on peut le faire. Donc ici, vous avez un premier réservoir, un deuxième réservoir. Alors là, la convention de rectangle, de patates, il n'y en a pas, hein. C'est-à-dire qu'après, ça dépend. C'est pas tout le temps comme ça. Souvent, les réservoirs sont sous forme de rectangle, mais c'est pas tout le temps le cas. Et par contre, les transferts d'énergie toujours avec des flèches. Et donc ici, premier transfert sous forme d'énergie cinétique, deuxième transfert sous forme d'énergie électrique. Et on voit bien que l'éolienne est un convertisseur puisqu'on a une forme d'énergie avant et une autre forme d'énergie après. Donc voilà pour les documents dont vous allez avoir besoin. Alors, première partie, premier exercice. Dans chacune des situations suivantes, de l'énergie va être stockée dans le système qui est souligné. Donc vous avez des systèmes ici qui sont soulignés. Classez ces situations dans le tableau qui suit. Alors il y avait quoi? Il y avait énergie macroscopique, donc cinétique, potentielle, et énergie microscopique, c'est aussi cinétique et potentielle, mais microscopique, on appelle ça l'énergie interne. Alors, on y va. Qui on met où? Alors, du vent fait tourner une éolienne. Le vent, ça a de l'énergie cinétique macroscopique. D'accord? Donc, on va avoir ce cas-là. On est dans le cas où on a de l'énergie cinétique macroscopique. Un plongeur qui s'apprête à sauter d'un plongeoir de 10 mètres. Là, évidemment, on est en altitude. Le plongeur, il n'a pas de vitesse, mais il a une altitude. Il aura une énergie potentielle de pesanteur. Donc, énergie potentielle macroscopique. De l'eau retenue dans un barrage. C'est pareil, un barrage, c'est en altitude. Une fois que vous allez ouvrir le barrage, évidemment, l'eau va passer d'une certaine altitude à une plus basse. Donc ici, l'eau n'est pas en mouvement, donc n'a pas d'énergie cinétique quand elle est retenue dans le barrage. Par contre, elle a une énergie potentielle de pesanteur. Donc on est dans le cas ici, énergie macroscopique potentielle. Un bidon est rempli d'essence. Alors là, ni énergie potentielle, ni énergie cinétique macroscopique, d'accord? Par contre, vous savez tous que cette essence, elle est potentiellement, elle peut flamber, d'accord? Donc elle peut potentiellement libérer de l'énergie. Alors, pourquoi? Parce que dans l'essence, vous avez des molécules à l'échelle microscopique qui sont inflammables. Donc les molécules d'essence, c'est évidemment un mélange, d'accord? Et donc là, on aura une énergie interne, parce que c'est les molécules qui vont pouvoir ensuite donner de l'énergie. Donc ici, on est dans le cas où on a de l'énergie interne microscopique. D'accord? Donc on parle, vous avez peut-être entendu parler d'énergie chimique. C'est parce qu'en fait, l'essence peut donner lieu à des réactions chimiques avec ces molécules et donc transformer l'énergie interne de l'essence en énergie thermique. Par exemple, si on fait brûler l'essence, on aura de l'énergie thermique à la fin. C'est parce que l'essence possédait une énergie interne, microscopique. Ensuite, un cycliste se déplace sur une route horizontale. Alors, on dit horizontale pour éviter qu'il y ait une énergie potentielle qui intervienne ici. Mais c'est un cycliste, il a une vitesse, donc une énergie cinétique, macroscopique. On est dans ce cas-là. Ensuite, un radiateur chauffe une pièce. Alors, là, ici, c'est le radiateur. Qu'est-ce qui se passe au niveau du radiateur? Est-ce qu'il a une énergie cinétique macroscopique? Non. Une énergie potentielle macroscopique? Non. Est-ce qu'il a donc une énergie interne? Oui, parce que forcément, vous allez avoir, grâce à ce radiateur, un transfert par énergie thermique, puisque ça va chauffer la pièce. Donc, il fallait bien que l'énergie, elle arrive de quelque part. Donc, au niveau du radiateur, vous avez de l'énergie interne. Alors, on ne rentre pas dans le détail il y a un transfert, évidemment, d'énergie électrique ici, au niveau du radiateur, mais c'est surtout, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'énergie interne. Alors ici, énergie interne de qui? Énergie interne de l'air que vous avez à proximité du radiateur. Ensuite, on termine avec la sphère de bois, donc qui est rangée devant un chalet. Donc ni énergie cinétique macroscopique, ni énergie potentielle macroscopique, mais vous avez quand même de l'énergie. Pourquoi? C'est comme pour l'essence, parce que ce bois, si je le fais brûler, il va me donner de l'énergie. Donc ça veut bien dire qu'il y a de l'énergie interne au niveau des molécules dont est constitué le bois ici. Donc là, on est dans énergie microscopique. Voilà. Donc au niveau... Voilà, un petit peu mieux écrit. On arrive à ça. Ok? On continue.
Alors, là, je vous demandais de lancer une animation, donc énergie interne d'un gaz, et de simuler un apport d'énergie par transfert thermique. Donc, ça veut dire qu'on va apporter de l'énergie en augmentant la température. Donc, on aura un transfert thermique. Alors, on va le faire, mais qu'est-ce qu'on vous demandait? On vous demandait comment évolue l'énergie cinétique des molécules quand vous augmentez la température. Ensuite, comment évolue alors l'énergie interne du gaz quand il reçoit de l'énergie par transfert thermique. D'accord? Alors, on va regarder. Donc, on y va avec... Hop, on est là. Donc, vous avez cette simulation-là. Hop, donc je fais juste un petit peu le ménage. Voilà. Donc, vous avez des molécules qui sont en mouvement. Voilà, là, ça bug un peu. Voilà. Et donc, je vais simuler une augmentation de la température. Alors, on l'a déjà vu tout à l'heure. Je vais prendre une température normale d'abord. Vous voyez tout de suite ce qui se passe. Hein. Une température élevée. Voilà, vous voyez que la vitesse des molécules augmente. D'accord? Donc, je l'avais aussi avec cette animation-là. Hein. Si je prends de l'eau, là, je suis à moins 78 degrés. 0 degré, vous voyez que ça va plus vite. 25 degrés et 100 degrés. D'accord? Donc, pour répondre à la question, comment évolue l'énergie cinétique des molécules? Donc là, on est à l'échelle microscopique. Cette énergie cinétique augmente car on voit que la vitesse augmente. Hein. D'accord? Et donc, comment évolue l'énergie interne du gaz, qu'on appelle U ou delta U? Ici, l'énergie interne du gaz va évidemment augmenter puisqu'elle prend en compte toutes les énergies cinétiques et potentielles qui interviennent. Donc, cette énergie interne va augmenter quand il reçoit de l'énergie par transfert thermique. Juste, je vous montre, voilà, mieux écrit, U ou delta U, augmente. On continue. Cette fois-ci, vous allez simuler, vous deviez simuler une force appuyant sur le gaz. Donc, on appuie sur le piston et on regarde ce qui se passe. On nous demande, le travail de la force est-il moteur ou résistant pour le déplacement du piston? Comment évolue l'énergie cinétique des molécules? Et au final, là, on fera un bilan des deux. Alors, on y va. Donc là, je vais remettre, parce que là, on ne peut pas augmenter, on ne peut pas appuyer, il n'y a pas de piston. Donc, je vais reprendre, voilà. Et je vais reprendre une température normale et déplacer le piston. Alors, on voit que, ça a l'air d'être pas mal, on voit que la vitesse augmente, que la vitesse des molécules augmente, d'accord? Donc, au niveau du travail, quand on veut faire déplacer le piston dans ce sens-là. Donc, quand j'appuie comme ça, évidemment, le travail du piston va être moteur, d'accord? Puisque ça va bien, la force que je vais exercer va bien permettre le déplacement du piston. Donc, pour répondre à la question, le travail est-il moteur? Oui, le travail va être positif de la force que j'applique. Donc, le travail est moteur. Donc, je vais, hop, voilà. Comment évolue l'énergie cinétique des molécules? On voit que la vitesse augmente, donc ça veut dire que l'énergie cinétique augmente. Donc, ça veut dire que, encore une fois, l'énergie interne des molécules va augmenter. Au final, quelles sont les deux façons de faire varier l'énergie interne d'un système? Donc, ici, de la faire augmenter. Soit par transfert thermique, donc on augmente la température, donc on effectue un transfert thermique et donc l'énergie interne augmente. Soit on exerce une force et donc il va y avoir un travail de la force qui va entraîner l'augmentation ici ou la variation de l'énergie interne. Donc les deux modes de transfert sont transfert thermique et transfert par travail pour avoir une variation de l'énergie interne. Donc mieux écrit évidemment. Donc le travail est moteur puisque la force aide au déplacement. L'énergie cinétique augmente puisque la vitesse augmente, donc U augmente. Et on peut faire varier l'énergie interne par transfert par travail ou par transfert par chaleur, donc transfert thermique. Alors, dernière petite question là-dessus. Pour chacune des affirmations suivantes, proposez une situation courante correspondante. Alors, c'est pas évident, cette question-là. Alors, il nous faudrait un travail mécanique, donc avec une force qui apporte de l'énergie à un système, ce qui a pour conséquence d'augmenter l'énergie interne qu'il stocke. Alors là, je ne vais pas être très originale parce que ce n'est pas évident. Je vais prendre l'exemple du piston de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on appuie sur un piston, d'accord, qui réduit le volume dans lequel se trouvent les molécules, et on voit que l'énergie interne des molécules augmente, puisque l'énergie cinétique des molécules augmente. Ensuite,
un travail électrique qui apporte de l'énergie à un système, ce qui a pour conséquence d'augmenter l'énergie interne qu'il stocke. Alors là, l'exemple, j'ai déjà donné tout à l'heure. On peut très bien penser à une résistance dans l'eau pour une bouilloire, hein, pour faire chauffer de l'eau. Le travail électrique, bah, évidemment, il y en a un, puisque pour alimenter la résistance, pour faire chauffer la résistance, bah, on a un travail électrique, hein, donc l'énergie électrique apportée. Cette résistance bah, va faire augmenter l'énergie interne des molécules d'eau qui vont chauffer. Donc l'agitation thermique des molécules va augmenter et ça va se faire par transfert thermique cette fois-ci. D'accord ? Donc du coup, bah, la résistance de la bouilloire, ça marche bien pour cette situation-là. Alors la dernière très compliquée, un transfert thermique apporte de l'énergie à un système, ce qui a pour conséquence d'augmenter son énergie interne sans augmenter sa température. Parce que là, dans le cas de la bouilloire avec l'eau, on augmentait l'énergie interne, mais on augmentait la température de l'eau. Alors c'est pas évident, on augmente l'énergie interne, mais sans augmenter la température. Alors là, c'est pas facile du tout. Alors l'exemple, il faut penser au changement d'état. Quand vous avez un changement d'état, la température, au moment du changement d'état, pendant le changement d'état, la température ne change pas. Donc vous pouvez penser hein, à un glaçon, d'accord ? Vous avez un glaçon qui est éclairé hein, au soleil. Donc un glaçon qui fond au soleil. Donc on a passage de l'état solide à l'état liquide. Donc on va avoir une augmentation de l'énergie interne, d'accord, puisqu'on a fonte du glaçon, mais on n'a pas d'augmentation de sa température. Alors l'énergie interne, c'est évident, on passe de l'état solide où les atomes, les molécules d'eau ici ne bougent pas ou vibrent seulement sur elles-mêmes, à l'état liquide où là, il va y avoir déplacement des molécules les unes par rapport aux autres. Donc l'énergie interne augmente, mais on n'augmente pas la température puisque le passage de l'état solide à l'état liquide se fait à 0 degré jusqu'à ce qu'on soit complètement à l'état liquide, évidemment. Donc, un peu mieux rédigé, hein. Hop, voilà. Donc, le travail mécanique, c'était le piston avec la seringue. Vous pouvez mettre pause hein, pour relire tout ça. Et voilà les deux autres exemples. Alors, j'ai rajouté dans la correction hein, que pour le travail électrique, le transfert se faisait par convection. On va y revenir. Et que pour le cube de glace, le transfert se faisait par rayonnement, évidemment. Alors, ensuite, vous aviez à lire une petite vidéo, How to Kill a Chocolate Rabbit, ou Bunny, je crois, je sais plus dans mon lien. Donc, bon, bah, c'était un peu sanglant, c'est-à-dire qu'on faisait fondre un lapin en chocolat, un lapin de Pâques. Et donc, je vous demandais, pour chaque assassinat, puisque c'était des meurtres, hein, préciser la façon dont se produit le transfert thermique utilisé par le bourreau. Alors, la musique, en plus, était très, très attrayante. Alors, voilà les assassinats. Alors ici, premier assassinat, on approche un fer à repasser et le fer à repasser touche le lapin. Donc évidemment, bah, cet assassinat se fait par conduction, c'est-à-dire que là, on a contact entre le lapin et le fer. Il n'y a pas déplacement de matière, d'accord ? Et donc le lapin, bah, le transfert thermique va se faire directement et le lapin va fondre. Deuxième assassinat, hop. Donc cette fois-ci, bah, on voit il y a une lumière, d'accord ? Donc là, on éclaire le chocolat, le lapin en chocolat. Et on voit que ce pauvre lapin en chocolat fond. Il n'y a pas contact, hein, évidemment. Donc là, la lumière, bah, c'est du rayonnement électromagnétique. Donc là, le transfert thermique va se faire par rayonnement. Quelle horreur. Et dernier assassinat, bah, on a un séchoir, d'accord. Donc là, on va entraîner des mouvements de convection, d'air chaud et qui va se déplacer. Et donc, on voit bien les mouvements ici, hein, ça se voit aussi sur le chocolat qui fond. Donc là, c'est un assassinat par convection au niveau du lapin. Voilà, voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de problème hein, pour vous. Au niveau, voilà, donc assassinat 1 par conduction, assassinat 2 par rayonnement et assassinat 3 par convection. Voilà, voilà. Alors, deux petits schémas, voir si vous avez bien compris.
Donc, quels phénomènes sont illustrés par cet ensemble de trois schémas ici? Bah, évidemment, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'animation, c'est de la conduction, c'est-à-dire qu'on chauffe des atomes au niveau du métal, d'une barre en métal, et ces atomes vont être de plus en plus agités et vont transmettre l'agitation aux atomes qui sont à côté, donc de proche en proche. Il n'y a pas de déplacement de matière, mais le transfert thermique va se faire de cet endroit-là à celui-ci. Donc ça, c'est de la conduction. Voilà. Et l'autre schéma, bah évidemment, c'est de la convection, donc l'air chaud. Donc là, il y a déplacement d'air, donc déplacement de matière. L'air chaud qui monte et ça redescend. L'air plus froid, hop, ça remonte, etc., etc. Donc ça, c'est de la convection. Voilà, voilà. Alors, pour finir, on va essayer de faire le lien, donc trouver une relation entre l'énergie interne et la température, puisqu'on a vu que quand on augmente la température, l'énergie interne augmente. On va essayer de le montrer en faisant une expérience. Alors, malheureusement, qu'on ne peut pas faire en vrai. Et là, j'ai pas de vidéo pour vous montrer comment ça marche. Donc, du coup, bah, je vous ai donné les valeurs qu'on aurait trouvées. Donc, des valeurs expérimentales, par contre. Donc, on va essayer d'étudier donc la différence, la variation d'énergie interne d'un système. Qui va être constitué de molécules d'eau, en fonction de la variation de température, qu'on va appeler delta θ. Donc attention, pour les températures, en général, la lettre T est utilisée, mais pas toujours, pour des températures qui sont en Kelvin, et θ pour des températures qui sont en degrés Celsius. Donc ici, on va avoir des températures mesurées avec un thermomètre en degrés Celsius. Donc, on va placer un liquide, donc ça va être de l'eau, nous, dans un calorimètre. Alors, c'est quoi un calorimètre? C'est un appareil qui est conçu, en fait, pour préserver l'énergie interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte. Vous, quand vous chauffez de l'eau dans une casserole, par exemple, il y a beaucoup de pertes vers l'extérieur. Un calorimètre va essayer de garder la chaleur à l'intérieur. Donc, on va essayer de conserver l'énergie interne. Il ne va pas y avoir, ou très peu, de pertes thermiques, donc par chaleur, vers le milieu extérieur. Donc, on va essayer d'apporter de l'énergie au système et ensuite de voir quelle est l'augmentation de température et de voir le lien entre les deux. Alors, pour ça, le protocole que je vous proposais, donc on prend de l'eau distillée, on en prend 150 ml qu'on met dans un calorimètre. En fait, c'est le principe de la bouilloire, mais en essayant de préserver l'énergie à l'intérieur. Et on insère dans cette eau une résistance chauffante, une toute petite résistance qui est branchée à un générateur. D'accord? Cette résistance, elle vaut 3 ohms. Bon, ça n'a pas trop d'importance ici, mais voilà. Donc ensuite, on branche au générateur. On met un thermomètre, une sonde thermométrique dans l'eau, dans le calorimètre. D'accord? Et on va brancher un moment, on va mettre en marche le générateur et on va lire en fonction du temps, attention, c'est précis, la température du système. Donc ici, la température de l'eau à l'intérieur. Donc, on va brancher allumer le générateur. Quand on va déclencher le chronomètre, ce sera T égale 0. À ce moment-là, il aurait fallu que vous mesuriez et l'intensité du courant, donc grâce à un ampèremètre ou au générateur, et la tension délivrée, pareil, grâce au générateur. Donc on a des générateurs qui nous permettent d'avoir directement l'intensité et la tension. Donc ici, l'intensité mesurée a été de 1,975 ampères et la tension de 5,085 volts. Vous remarquez peut-être que pour la tension mesurée, j'ai marqué grand V et non pas U. Une tension, normalement, c'est U, le symbole de la grandeur, sauf que U, nous, c'est l'énergie interne. Donc, pour ne pas tout mélanger, la notation exceptionnelle pour la tension mesurée, ce sera un V, comme volt. D'accord? Mais attention, parce que c'est pas comme ça qu'on le fait d'habitude. Donc, on a réglé à 5,085 volts. L'intensité était alors de 1,975 ampères et elle n'a pas bougé pendant toute l'expérience. Donc, on a mesuré toutes les 60 secondes la température. Il y a un système d'agitation, donc on agite doucement et on fait ça pendant 10 minutes. Donc, jusqu'à 600 secondes, on mesure la température. Alors, grâce à un tableur, alors si chez vous, vous aviez un tableur, vous avez peut-être rentré les valeurs. On a mesuré la température, donc à 0, on était à 24 degrés dans le système. Et toutes les 60 secondes, alors on voit que la température augmente, c'est assez logique. Mais bon, voilà, elle augmente jusqu'à 32,3 degrés. Ensuite, on vous demandait de calculer delta θ. Alors c'est quoi? C'est θ à l'instant t. Donc par exemple, θ à 120 secondes ici, moins θ à t égale 0. Donc ça serait 25, si je prends un exemple, 25,6 moins θ à t égale 0 moins
24,0. Donc ici, on trouve 1,6 degré pour la variation de température entre les deux instants, 1,6 degré. Donc on fait ça pour tout. Et ensuite, on vous demandait de calculer l'énergie reçue par le système. Alors, pourquoi l'énergie reçue par le système est-elle égale à la variation d'énergie interne? Parce qu'on dit qu'on est dans un calorimètre et qu'il n'y a pas de perte énergétique. Ça veut dire que toute l'énergie reçue par l'eau va être transformée, va augmenter son énergie interne. D'accord? Il ne va pas y avoir de perte vers l'extérieur. Et donc, c'est quoi l'énergie reçue par le système? La résistance, elle est alimentée par un générateur. Donc, c'est de l'énergie électrique. Et il faut savoir que l'énergie électrique, c'est la puissance électrique. Alors ça, on l'a rappelé au tout début là, de la vidéo. J'ai rappelé que E égale P fois T. Donc, ce sera la puissance électrique de ma résistance fois delta T. Donc, le temps d'utilisation. Et c'est quoi une puissance électrique? Alors là, voilà, c'est alimenté par un générateur. P, c'est UI. Ça doit vous rappeler des choses de collège. C'est la tension fois l'intensité. Et on multiplie par delta T pour avoir l'énergie. Et notre U, nous, attention, c'est pas U, mais V, puisque U, c'est l'énergie interne. Et que j'ai dit qu'on utilisait V pour, hop, c'est où? Voilà, V pour la tension mesurée. Donc, voilà pourquoi l'énergie électrique reçue, c'est V fois I fois delta T. Et on dit que c'est égal à delta U parce qu'il n'y a pas de perte énergétique dans le calorimètre. Donc, du coup, on calcule V, donc 5,085 volts, fois I, 1,975 ampères, et on multiplie par T. Donc ici, ça fait 0. Ici, on multiplie par 60. Ici, on multiplie par 120, etc., etc. D'accord? Alors, on nous demande ensuite de tracer delta U en fonction de delta θ. Donc, ça veut dire delta U en ordonnée, delta θ en abscisse. D'accord? Alors, ça nous donne quoi? Alors, voilà. Déjà, au niveau des valeurs, notre delta θ, il est là. D'accord? En degrés. Hop. Et notre delta U mesuré, il est là en joules. Bon, à chaque fois, ça fait ça. Hop. Voilà. Donc là, on l'a en joules. Là, on a en degrés. Donc, au niveau de la courbe, si on trace delta U, donc il est là, hein, en fonction de delta θ qui est là. Donc, delta θ en degrés, delta U en joules. On trouve une magnifique droite qui passe par l'origine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que delta U et delta θ sont proportionnels. Donc, ça veut dire que delta U égale K fois delta θ. Alors, il se trouve que le K nous est donné, si on modélise avec un tableur, hein, comme Lattice Pro. Et ici, on trouve, alors c'est petit a avec Lattice, hein, vous vous souvenez, 743. Et 743 quoi? K, si vous l'exprimez en fonction du reste, ça fait delta U sur delta θ. Delta U, c'est des joules. Delta θ, c'est des degrés. Donc, ça veut bien dire que notre coefficient directeur ici sera en joules par degré. On écrit ça, joules degré moins 1. Ce n'est pas habituel hein, comme unité, vous ne l'avez pas vu encore, mais on a ça. D'accord? Alors, on vous demandait à partir de là. Donc, j'espère que ça va. On vous demandait de montrer d'après le graphique que la variation d'énergie interne et la variation de température sont liées par la relation delta U égale C fois delta θ. Bon, ça, on vient de le montrer. Hein, notre C égale le K dont je viens de vous parler, le coefficient directeur. D'accord? Et ce coefficient directeur, en fait, ce K, c'est égal à ce qu'on appelle la capacité thermique du système. D'accord? Capacité thermique du système en joules par degré. On vous demande de déterminer la valeur de C et son unité. Bon, ça c'est fait. La valeur de C, c'est 743 avec les mesures que je vous ai données. Et son unité, on vient de l'expliquer, joules par degré. Ensuite, sachant que le zéro absolu est à moins 273 degrés. Alors, zéro absolu, c'est quoi? C'est 0 Kelvin. D'accord? On vous demande de convertir en Kelvin les températures à 0 secondes et à 60 secondes. Alors, ça veut dire quoi ça? Si j'ai une échelle de température en Kelvin et une échelle de température en degrés Celsius, 0 Kelvin, ça correspond exactement à moins 273 degrés Celsius. Donc, ça veut dire que 0 degrés Celsius, il y a un écart de 273 ici. D'accord? Donc, ici, il y aura le même écart. Ça correspondra à 273 Kelvin. OK?
Donc, 0, enfin, pour passer, pardon, des degrés Celsius au Kelvin, il faut rajouter 273. Donc, la température en Kelvin égale la température en degrés, donc pardon, c'est θ si je veux être rigoureuse, en degrés, plus 273. Alors en vrai, c'est 273,15 en toute rigueur, mais nous, on va rajouter ici 273. Donc, les températures à 0 secondes, c'était 24,0. D'accord? Donc, θ à 0, c'est 24,6, non, 24,0 degrés. Donc, ça nous fait 24 plus 273 pour l'avoir en Kelvin. Donc, du coup, 4, 5, 6, on est à 7, 7, 8, 9, 297 Kelvin. D'accord? On fait pareil pour à 60 secondes, c'est 24,6 degrés. Et donc, ça nous donne, voilà, 297,6. Hein. D'accord? Alors, on nous demande de calculer du coup, hop, on est là, de calculer pour 60 secondes, calculer delta θ en Kelvin. Bah, delta θ, ce sera θ à 60 secondes moins θ à 0. D'accord? Alors en degrés, ça nous fait 24,6 moins 24. On est à 0,6 degrés. Et en Kelvin, bah, ce sera T à 60 secondes. Alors on appelle delta θ, c'est pas terrible, hein, mais bon, c'est delta T du coup. Ok. Hop. Et moins T à 0. Et là, du coup, ça nous fait 297,6 Kelvin moins 297. Bon, bah, ça tombe sur 0,6 Kelvin. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que la variation de température, qu'elle soit en degrés ou en Kelvin, on tombe sur la même variation de température. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on mesure la température en Kelvin ou en degrés, c'est pareil. On aura toujours la même variation de température puisque l'échelle des degrés Celsius et des Kelvin ne diffère que par un écart de 273. C'est tout. Donc du coup, dès que vous mesurez une variation de température, qu'elle soit en degrés ou en Kelvin, ça revient au même. Donc ça veut dire que notre C là, la capacité thermique, elle est exprimée en joules par degré, d'accord? Mais on aurait pu l'exprimer, et ça aurait été la même chose, en joules par Kelvin. C'est exactement la même chose. D'accord? Donc au niveau de la rédaction, un peu mieux. Hein. Donc delta θ, hop, on a 0,6 Kelvin. Si on, ouais, ce serait bien de mettre un T, hein, comme je viens de vous le dire. Et on obtient la même valeur qu'en degrés. Donc le delta θ, on peut l'exprimer en Kelvin ou en degrés Celsius. Et donc C peut s'exprimer en joules par Kelvin. Alors, pour terminer ce TP, je vous demandais de construire la chaîne énergétique qui résume la situation. Alors, on a notre système, on a de l'eau et on a une résistance. D'accord? Donc, qui va être le convertisseur dans notre histoire? Bah, évidemment, c'est la résistance. Donc, je vais l'appeler R. La résistance, ça va être le convertisseur. Le convertisseur qui va convertir quoi en quoi? Bah, on va donc avoir une certaine énergie qui arrive et une certaine énergie qui repart. Donc, voilà les transferts énergétiques. Qu'est-ce qui arrive au niveau de la résistance? Bah, c'est de l'énergie électrique. D'accord? Sous quel est le mode de transfert? Bah, on appelle ça un travail, mais cette fois-ci électrique. Donc, vous pouvez mettre un petit e. D'accord? C'est un travail électrique. Cette énergie électrique, grâce à la résistance, elle est transformée en énergie thermique, puisque ça va chauffer l'eau. Et là, c'est quoi le mode de transfert? C'est un transfert thermique, qu'on appellera donc Q, comme on l'a vu tout à l'heure. Et alors, c'est qui les réservoirs? Qui c'est qui donne ces énergies? Bah, évidemment, comment je vais... Hop là. On va avoir évidemment deux réservoirs, un ici, un ici. Alors le plus simple, hein, c'est à qui est donnée l'énergie thermique? Bah, c'est l'eau qui va stocker cette énergie, d'accord, sous forme d'énergie interne. Et qui c'est qui donne l'énergie électrique? Bah, on va l'appeler le réservoir électrique. Bah, c'est le générateur, hein, évidemment ici. Le générateur qui permet, oh là là, c'est de pire en pire au fil des semaines. Donc le réservoir électrique qui va permettre de donner l'énergie électrique. Alors il manque une flèche, c'est-à-dire que, alors nous dans notre situation, ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'on a ça, d'accord? Donc on a travail électrique, énergie thermique. Si on n'avait pas de calorimètre,
bah, on aurait une autre chaîne énergétique que je vais vous montrer tout de suite. Donc la chaîne énergétique, voilà, que vous auriez si on n'avait pas de calorimètre, bah, c'est qu'il y aurait des pertes par effet Joule, ça s'appelle, donc des pertes par transfert thermique vers le milieu extérieur. Donc ça, c'est typiquement quand vous chauffez de l'eau avec une résistance dans une bouilloire, vous avez des pertes et des pertes sous forme thermique, donc transfert thermique vers le milieu extérieur. Donc ça, ce serait si on n'avait pas un calorimètre, et ça, ce serait pour un calorimètre où il n'y a pas de perte. Bon, alors, faut dire la vérité, même un petit calorimètre, même un calorimètre, ça dépend de la valeur du calorimètre, hein, si c'est un bon calorimètre ou pas, mais vous avez quand même souvent des petites pertes, hein, malgré tout. Alors le but, c'est qu'il y en ait le moins possible de pertes par effet Joule, parce que c'est perdu complètement, c'est de l'énergie qui s'en va. D'accord? Donc on essaye d'avoir le maximum d'énergie qui chauffe l'eau et pas qui chauffe l'air ambiant qui est à côté de l'eau. Voilà, voilà. Alors j'espère que ça va. Et donc on fera la petite synthèse de tout ça après. Mais j'espère que ça va pour tout le monde. Regardez bien la correction et posez des questions s'il y a des choses qui ne vont pas. Bon courage à tous!